fake news. Une fake news. Une fausse nouvelle. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. President Trump is a total and complete dipshit. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Voilà, bonjour à tous. Alors je vais avoir une double responsabilité, présenter rapidement Caroline et puis l'interviewer, d'un bien grand mot, lui poser quelques questions vraisemblablement de départ parce que avec ce qu'on vit en ce moment, je suis bien convaincu que vous allez avoir beaucoup de questions sur cette thématique. Quelques mots rapidement avant de laisser la parole pour son speech d'introduction à Caroline, pour te présenter. Donc Caroline est de formation HEC. Elle s'intéresse depuis très longtemps à la question des phénomènes viraux, à la question d'Internet, des réseaux sociaux, des phénomènes viraux. On s'est rencontrés il y a une demi-heure, on ne se connaissait pas, mais comme je te l'ai dit, je te lis par contre depuis longtemps, et ça fait longtemps que tu t'intéresses à ces questions de propagation sur le web. On retiendra que Caroline est consultante. D'abord, elle a une activité de conseil auprès de grandes entreprises, puisqu'elle a cofondé Bolero avec François, qui est ici, François Pinochet, qui est ici présent, avec un objectif qui était de décrypter les opinions et les comportements des internautes. Donc, d'abord une casquette de consultante. Caroline est auteure aussi, puisqu'elle a écrit notamment 2 livres. En 2017, L'art de la guerre digitale, donc, que je vous invite à lire, qui est absolument passionnant sur ce sujet. Et puis plus récemment, parce que Caroline doit être devin aussi, Décoder l'information, comment décrypter les fake news. Et c'est essentiellement au titre de cet ouvrage que nous te recevons aujourd'hui. Caroline, tu te définis comme nethnologue, donc c'est un terme que j'ai toujours trouvé très intéressant, puisque voilà, il y a aujourd'hui, et on le voit en ce moment plus que d'habitude, une question d'ethnologie et d'études à faire autour d'Internet et des réseaux sociaux. Tu interviens à HEC, à l'IHDN, au CELSA, tu fais de nombreuses tribunes dans différents médias. Et puis, on t'a vu plus récemment sur les réseaux sociaux pour le gouvernement, avec des interventions ultra concrètes et des petits films hyper bien faits sur comment décrypter une fake news. Donc Caroline pourra nous en parler aujourd'hui. Ce qui t'a valu d'ailleurs beaucoup de commentaires, les plus rigolos étant souvent de dire comment quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée peut s'exprimer sur la question des fake news. Moi, ça me fait beaucoup sourire toujours parce que finalement, voilà, on peut forcément, en étant dans le privé et en ayant une activité lucrative, est-ce que tu as le droit d'être intelligente? Ça pourrait être un débat tout à l'heure. Voilà, donc vous l'avez compris, on a une vraie chance de recevoir Caroline aujourd'hui. C'est une vraie référence dans notre monde. Alors dans le monde du marketing et de la communication en général, je ne sais pas si c'est pareil dans tous vos univers professionnels. Moi, ça fait longtemps que je dis c'est assez compliqué de lire des choses intelligentes. Voilà, donc Caroline, ça fait longtemps qu'elle écrit des choses sur le web, parce que sinon, dans les métiers du marketing et de la communication, on nous met souvent Jacques Séguéla, voyez. Et Jacques Séguéla, parmi les nombreuses stupidités qu'il raconte, en a proféré une que je vous rappelle sur le net, qui est le net est la plus grande saloperie inventée par les hommes. Donc vous voyez la détresse d'un grand publicitaire perdu dans le monde des années 2000. Mais vous le voyez bien, il est encore dans tous les médias. Donc voilà, au moins sur TLM, on n'est pas comme tous les médias et on reçoit plutôt Caroline Fayet que Jacques Séguéla, et j'en suis ravi. Voilà, pour commencer Caroline, et puis pour j'allais dire planter le décor, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu as choisi d'écrire ce livre? Alors, comme tu l'as dit, j'ai écrit avant L'art de la guerre digitale, qui est finalement un manuel de stratégie digitale. Et je m'adressais aux dirigeants d'entreprises dans l'art de la guerre pour leur donner les codes de ce nouveau monde et notamment pour appréhender cette prise de pouvoir du citoyen à travers les réseaux sociaux qui l'amènent à du bashing, à du bad buzz, à des fake news. Donc je m'adressais plutôt aux dirigeants et j'ai souhaité après m'adresser aussi aux citoyens avec un manuel pour comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et donc arriver à décoder les phénomènes de désinformation qui se passent sur Internet. Et alors justement, quels sont les premiers conseils que tu donnes justement concrètement, pour nous tous qui sommes ici et qui consommons beaucoup de médias, pour décrypter ces fake news? Alors, quoi les grandes caractéristiques? Déjà, on peut essayer de définir la fake news. C'est un phénomène qui a été médiatisé.
déjà, donc le concept est né par les médias il y a à peu près au moment de l'élection présidentielle américaine. Finalement, c'est à ce moment-là que le terme fake news, qui désignait plutôt une information qui est détournée, qui est falsifiée, s'est élargi à la fausse information. Alors que fake veut dire falsifié, fausse dirait false. Et du coup, on a élargi le terme fake news également pour les mensonges, pour l'information qui est détournée. Et donc fake news, c'est devenu finalement le nouveau nom d'un phénomène qui a toujours existé, qui sont les mythes, les canulars, les rumeurs. Bon. Pourquoi lui donner un nouveau nom ? Parce qu'on avait besoin de désigner un nouvel ennemi, cet ennemi public digital numéro 1. Et qui est l'ennemi de qui finalement ? L'ennemi des médias, l'ennemi des politiques. En tout cas, si, c'est surtout eux qu'on entend parler sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils vont accuser 3 coupables dans ce phénomène de désinformation assistée par ordinateur. D'abord, ce qu'on appelle les pros de l'intox, qui sont finalement ceux qui gagnent de l'argent en émettant des fake news. Vous savez que c'est très rémunérateur, puisqu'en fait, chaque fois qu'on peut acheter du clic, on peut acheter du like, on peut acheter des fausses informations, même parfois auprès de journalistes. Certains en font leur métier aussi, arrondissent leur fin de mois, en tout cas avec ça. Donc on a ces pros de l'intox qui se rémunèrent. On a les trolls. Les trolls sont ceux qui font ça par sadisme, par jeu sur les réseaux pour monter les internautes les uns contre les autres. On a aussi ce que j'ai appelé les croyants, les militants, les dogmatiques, en gros tous les antis, ceux qui ont un discours idéologique à défendre. Donc les anti-vaccins, les anti-nucléaires, les anti-viande, etc. Et pour qui la fake news permet de servir leur idéologie. Donc ça, c'est notre premier coupable, c'est pro de l'intox. Le deuxième coupable qu'on voit généralement accusé par les médias et les politiques, ce sont les réseaux sociaux. Évidemment, les plateformes, Facebook, Twitter, Google, parce que on les accuse d'abord de créer des bulles informationnelles, donc de faire en sorte que via les datas qu'ils disposent sur vous, ils vous envoient des contenus qui correspondent à vos centres d'intérêt. Et donc, on va favoriser les liens forts entre les gens. Donc, on va plutôt pousser des contenus qui émanent de votre réseau plutôt que des médias traditionnels. Donc, ça crée des bulles de filtre et ça enferme les gens dans une conception du monde. Ces réseaux sociaux, on les accuse aussi de propager massivement, évidemment, l'information, les fake news. C'est pour ça que dans la loi contre les fake news, il y a la volonté d'une plus grande transparence. Transparence des algorithmes, ça c'est intéressant. Ça va nous permettre de savoir justement comment se constituent ces bulles de filtre, mais aussi transparence des campagnes de financement. Il faut savoir si un État étranger va financer justement ces officines du mensonge, ces pros de l'intox pour propager l'information. Troisième coupable, l'ignorance des masses. Alors ça, on en a entendu beaucoup parler avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire les gens seraient trop peu éduqués aux médias pour décoder l'information. Alors là-dessus, vous aurez compris, ça m'énerve un petit peu parce que justement, si décoder l'info, ça veut dire vérifier la source et s'assurer qu'il s'agit d'un média traditionnel, eh bien là, on est là dans la défense du monde d'avant. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'a pas compris que ce que les réseaux sociaux ont amené, c'est une dérégulation totale du marché de l'information. On a évidemment besoin des TLM, du Monde, du Figaro, etc. Mais aujourd'hui, tout un chacun veut pouvoir être son propre média. Une entreprise, mais aussi un blogueur, un tweetos, un youtubeur, etc. Et ça, on ne pourra plus retirer ce pouvoir-là aux gens. Et donc, si on dit on va éduquer les gens à la bonne information et à la mauvaise, ça veut dire qu'il y a des sources qui sont légitimes et d'autres qui ne sont pas légitimes. Et ça, ce n'est pas entendable par le public. Donc, 3 coupables, vous le voyez, qui répondent aux 3 questions généralement posées sur les fake news. Qui sont les émetteurs de fake news ? C'est pro de l'intox. Comment elles se propagent ? Par les réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce que les gens ne seraient pas éduqués à l'information. On peut considérer aujourd'hui que est-ce qu'on peut considérer du coup, notamment sur cette question de l'ignorance des masses, que la démocratie ou la société et la démocratie sont plus fragiles face à ces sujets-là ?
Moi, je suis convaincue que c'est un phénomène de transition. Vous savez, ça fait effectivement, comme tu l'as dit, 18 ans, bientôt 19 là, que j'observe le net. Et j'ai toujours vu le net mettre en place ses propres mécanismes de régulation. Et les gens, là, ils en entendent beaucoup parler, des fake news. Je pense que naturellement, ils vont apprendre rapidement à identifier un post qui émanerait de BMF News et pas BFM News. Rapidement identifier que, tiens, cette vidéo, elle est un peu louche, ou cette photo, elle est bizarre, je vais la mettre sur Photoshop. C'est-à-dire qu'un Photoshop, il sert à détourner les photos, mais aussi à vérifier une photo. Un Google, il a une fonctionnalité, un Google Images, pour trouver si la photo a été détournée. Donc, je pense que rapidement, le public va être éduqué à ce fact-checking permanent de l'information. Là où c'est plus compliqué, c'est les fake news qui émanent de ces croyants, des dogmatiques. Parce que quand on est sur des fake news, par exemple sur la santé, sur la vaccination, sur l'électrosensibilité. À Lyon, vous avez forcément beaucoup entendu parler des compteurs Linky qui font beaucoup polémique. Eh bien là, c'est difficile de déterminer le vrai du faux et de faire du fact-checking sur des sujets comme ça. Or, la santé, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de fake news. Donc là, le peuple, je pense, peut être fortement manipulé sur ces sujets qui sont pourtant d'intérêt général. Voilà, un sujet comme la santé, mais aussi des sujets économiques, sujets qui touchent les entreprises, parce qu'il va s'agir de savoir comment fonctionne une industrie, et sur des sujets aussi techniques que l'énergie, les transports, etc. Donc il y a aussi, plus concrètement, puisque tu évoquais le monde économique, un vrai danger pour les entreprises. Elles doivent avoir une vigilance particulière ou des pratiques ou des méthodes particulières aujourd'hui pour, au moins maîtriser, si ce n'est veiller ces fake news. Alors, il y a peut-être des exemples, d'ailleurs. Oui, la bonne nouvelle, c'est que autant, effectivement, on a une arme de destruction massive ou de diffusion massive au service des émetteurs de fake news qu'est Internet et les réseaux sociaux, mais on a aussi, pour la première fois dans l'histoire de la désinformation, dans l'histoire de la rumeur, on a aussi l'outil pour répondre à la désinformation. On a ce qu'on appelle un pharmacone, c'est-à-dire on a à la fois le remède au poison. Et ce remède, c'est le numérique. Notre cabinet, Bolero, son métier, c'est de tracer les phénomènes d'influence. Donc, on va justement savoir quelle est la part précise de fake news sur un sujet donné. Donc, le sujet d'une entreprise, si vous travaillez, je sais pas, dans le sucre, où il y a énormément de désinformation sur sujets comme l'aspartame. Et vous allez pouvoir quantifier la part de fake news et vous allez pouvoir surtout savoir quel est le cheminement de la fake news, quel est le cheminement de l'internaute quand il est exposé à cette influence. Et en fait, le constat qu'on fait depuis 15 ans chez Bolero, c'est qu'à chaque fois qu'on modélise ces parcours d'influence, eh bien, le problème, ce n'est pas les émetteurs de fake news, c'est l'inaction de l'entreprise. Sur ce point, je te coupe, je rebondis là-dessus, parce que les sociologues qui travaillent sur ces sujets-là, notamment sur les questions des rumeurs ou de propagation, disent souvent qu'effectivement, on a l'outil de réponse, puisqu'on pourrait tous aussi y répondre par les réseaux sociaux, mais qu'une des difficultés sur ces questions de croyances, et souvent fausses, notamment sur les thématiques de santé, c'est que les croyants parlent beaucoup, et que les non-croyants ne prennent pas la peine de répondre. Par exemple, sur la santé, on se dit pourquoi les scientifiques ne répondent pas. Et souvent, c'est d'ailleurs une question qu'on pourra te poser sur la responsabilité des experts. Les experts, ils se disent ouais, on ne va pas passer du temps à répondre à des gens qui ne sont même pas des scientifiques et qui disent les vaccins, c'est un sujet que je connais bien. Voilà, de toute façon. Donc, comment on peut faire, comment les entreprises peuvent faire justement pour reprendre la main face à des croyants qui, eux, de toute façon, sont toujours plus, ils jouent leur identité personnelle quasiment souvent dans ces sujets-là, donc ils sont plus motivés, donc ils publient. Et voilà, comment on peut faire ça ? Oui, ça a même un nom, le paradoxe d'Orson, effectivement. Donc, quand on va s'intéresser sur le sujet sur lequel vous travaillez, votre métier, vous êtes spécialiste, je ne sais pas, l'énergie renouvelable, spécialiste en agroalimentaire, spécialiste en voiture autonome, eh bien,
il s'agit d'aller comprendre ce qui se dit sur votre marché et d'aller justement regarder ce qui se passe. Prenez par exemple le sujet des vaccins. Vous tapiez vaccin danger sur la première page de Google, qui est la requête que va justement saisir un internaute. Eh bien, 100% des résultats sont justement par des gens qui sont anti-vaccins. Donc, ils vont écrire sur Alternative Santé, sur Ma Santé Naturelle, sur etc., etc. Et donc, c'est bien l'inaction des sociétés savantes, des chercheurs, des scientifiques, des labos sur ces sujets qui ont fait qu'on a laissé un boulevard aux émetteurs de fake news. Donc une entreprise, une fois qu'elle a identifié le sujet sur lequel elle a besoin de défendre sa légitimité, parce que ce qui va se poser comme question aux entreprises, c'est son acceptabilité sociale. À partir du moment où il y a des fake newsers qui prennent la parole, l'entreprise, quand elle agit en réaction, c'est beaucoup plus difficile pour convaincre. Une fois que les gens sont contaminés par la fake news, évidemment, vous arrivez derrière, vous ne faites que rajouter une actualité sur la fake news, donc vous la confortez. C'est ça qui est terrible dans la rumeur. Donc il faut à tout prix agir en anticipation. Et donc aller regarder les influences que subissent les internautes sur votre sujet, sur votre activité. Concrètement, puisque c'est un des sujets que tu traites dans les petits films dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux nous dire à nous tous sur comment renifler au moins une fake news? Est-ce qu'il y a quelques 3, 4 caractéristiques qui doivent tous nous faire, en tant que consommateurs d'informations, tous nous faire réfléchir ou au moins douter? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors c'est vrai que quand le gouvernement m'a demandé de résumer en 30 secondes ce que j'ai fait en 150 pages, j'ai été quand même un peu mal. Il a fallu que je trouve ce qui finalement le fil directeur de ce qu'on va toujours trouver dans une fake news, c'est le côté sensationnel, c'est le fait que ça vous émeut. Pourquoi? Parce que, et ça justement chez Bolero, ça fait des années qu'on le modélise, et on sait très bien avec SNCF comme client que chaque fois qu'il y a de l'émotion, c'est l'émotion qui fait le buzz. Donc la fake news, quand vous êtes scandalisé par quelque chose, quand vous êtes choqué, ému, ou même que vous trouvez ça extrêmement drôle, donc toute forme d'émotion qui vous surprend par exemple, il y a votre radar à fake news qui devrait s'agiter un peu pour vous dire est-ce que c'est normal? Deuxième précaution, le post qui accompagne la vidéo ou la photo, puisque aujourd'hui la photo et la vidéo est un vecteur de fake news, puisqu'on manipule beaucoup mieux les émotions par l'image. Si le post n'est pas complètement en concordance avec la photo ou la vidéo, et ça on peut facilement se faire avoir, c'est-à-dire une photo qui est tirée d'une manif qui s'est passée en Espagne, qu'on fait passer pour celle des Gilets jaunes, eh bien on peut très rapidement se faire avoir si le texte qui accompagne, lui, est complètement faux. C'est aussi une vidéo qui a pu avoir, qui semble montrer quelque chose, donc on se dit ah oui, ça c'est du fait brut, donc ça c'est la vérité. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est dit après. Là aussi sur les gilets jaunes, on voit des pompiers qui enlèvent, qui mettent les gilets jaunes, mais en fait on a la partie d'avant qui a été coupée et où pour calmer les gilets jaunes, le pompier demande acceptent de faire ce que les gilets jaunes leur disent. Donc, il y a une façon de détourner l'info qui est cette inadéquation entre le post et l'image. Donc, chaque fois que vous voyez un sujet émotionnel, méfiez-vous. C'est un conseil de base, sinon je vous invite à lire le reste du livre. Ça, vous le lirez. Justement, alors, une fois que c'est défini, qu'on est un peu sur le pourquoi et le comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, sur cette question de l'ignorance des maths ou de la pédagogie sur les médias. On va parler après, sinon Jean-Pierre m'en voudra, mais on va parler après de la responsabilité des journalistes, parce que quand même, faudra pas s'en priver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et j'ai notamment 2 questions pour toi. Est-ce que la loi sur les fake news qui vient d'être adoptée en France, dont on parlait, qui fait beaucoup débat, toi qui connais bien ce sujet-là, quel regard tu as sur cette loi? C'est plus difficile à juger pour des non-spécialistes. Et puis deuxième chose, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme modalité ou comme organisme ou comme institution? Alors on voit certains médias qui créent leur site de fact-checking aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est suffisant? Voilà. Est-ce qu'il faut des gardiens quelque part de la vérité ou de la qualité de l'information? C'est sûr qu'il ne va pas y avoir une solution.
Il faut tout un panel de solutions. Tu évoques la loi. La loi, pour moi, c'est une loi pour rien. Malheureusement, parce que c'est une loi qui limite le phénomène dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, parce qu'elle se limite aux campagnes électorales. On comprend que les politiques se sentent concernés, mais enfin, on vient d'en parler, il y a quand même des sujets au moins aussi graves, hein, qui sont la santé de nos concitoyens. S'ils arrêtent de se vacciner, si ils arrêtent leur traitement pour aller vers des traitements alternatifs vendus par des charlatans qui sont bien placés sur Google, c'est un vrai problème de santé publique. Donc, limiter dans le temps à ces phénomènes électoraux, c'est prendre qu'une partie du problème. Limiter dans l'espace, comme je vous le disais, en accusant spécifiquement ces réseaux sociaux, en leur demandant d'aménager leurs algorithmes et donc de tordre ces plateformes, alors que c'est leur modèle économique qui est basé sur le fait de collecter de la data gratuitement sur les individus en échange d'un ciblage publicitaire. Donc on n'obtiendra pas des miracles de leur part. La logique de transparence est intéressante, mais je pense que ce n'est pas la France toute seule qui va l'imposer à Facebook et Google, et que c'est un sujet européen. Donc ça, c'est un sujet qui doit être porté plus largement par l'Europe, et l'Europe travaille aussi sur ces sujets. Du coup, la loi qui en plus essaie de définir le vrai du... Enfin, va demander à un juge des référés de dire si une information est vraie ou fausse. Je ne vous dis pas le boulot, hein, ça fait quand même, depuis que le monde est monde, qu'on se pose la question de la vérité. Surtout en référé. Les pauvres juges, on les plaint et on peut imaginer que voilà, ça va servir à rien. D'autres solutions sur ces fake news, tu l'as dit, il y a le problème du fact-checking. Plus ça va, plus, on l'a vu avec la petite vidéo, il va être compliqué de détecter une fake news. Parce qu'on a des vidéos qui sont infalsifiables. Donc les médias, ça va être un travail continu de fact-checking. Il faut impérativement mutualiser ces moyens. Et quand vous voyez qu'il y a 8000 officines qui se font payer pour publier des fausses études scientifiques, 8000 qui existent, ça a été recensé par des chercheurs, ça va être très compliqué pour les médias de détecter qu'une étude scientifique est vraie ou fausse. Donc si on se dit qu'il faut mutualiser ce travail de fact-checking, il va falloir trouver un modèle économique au fact-checking. Donc une des pistes que j'ai pu évoquer dans une tribune des médias, c'est que les médias se rassemblent, se fédèrent. Et il y a un modèle économique qui existe, qui est celui de Deezer dans la musique, ou Netflix dans les contenus, qui est de proposer une plateforme d'information. On pourrait se dire, si les médias se mettent ensemble, et propose finalement un abonnement à de l'information. Évidemment, les médias qui auraient signé une charte de fact-checking et financé et adhéré à cet observatoire de la désinformation, eh bien, il y a peut-être une piste là qui serait payante pour le consommateur parce qu'il aurait un environnement informationnel sécurisé et payante pour les médias parce qu'il leur faut trouver un modèle économique aujourd'hui pour financer ces contenus. Puisque tu évoquais les outils de traçage que vous avez, de suivi d'opinion, d'influence, de co-influence sur le web, est-ce que, alors là, très concrètement, ce qu'on a pu entendre pendant la crise des Gilets jaunes, à savoir qu'une puissance ou des puissances étrangères contribuent à donner de la visibilité à des postes, est-ce que ça te paraît crédible ? Est-ce que c'est un sujet qui te paraît effectivement crédible, ou est-ce qu'on est là, pour le coup, dans la théorie du complot ? Alors, nous, le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'on fasse l'investigation pour pouvoir... qu'est-ce qu'on aurait pu voir ? On aurait pu voir que, tiens, c'est bizarre, le même concept Gilets jaunes apparaît à 3 endroits différents de France, dans des pages Facebook différentes, avec le même type d'argumentaire. On va retrouver des ressemblances sémantiques. Donc, on aurait pu chercher tout ça. On ne travaille pas, comme je l'ai dit, pour le gouvernement. Et du coup, on n'a pas pu faire ce travail d'investigation. Mais de toute façon, à la limite, c'est quand même, c'est pas notre job non plus de savoir à qui profite le crime. Notre job, en tout cas nous chez Bolero, c'est vraiment d'endiguer ces phénomènes de désinformation, donner des clés pour comprendre ce qui se passe. Et par expérience, c'est toujours difficile de savoir qui finance après derrière. C'est pour ça que là, il faut pouvoir passer la main à d'autres acteurs qui ont plus de renseignements
qui vont aller voir si des puissances étrangères, aujourd'hui, justement, agitent. Nous, de ce qu'on voit sur Internet, on est au niveau de l'association, on est au niveau du citoyen. Mais qui sont derrière ces assos et ces citoyens? Ça, c'est plutôt le métier de l'intelligence économique et du renseignement. Puisque tu en as parlé à de nombreuses reprises, comment toi, de l'extérieur, tu vois l'évolution des médias face à ces sujets-là? C'est Laurent, je crois, tout à l'heure, qui évoquait le cas de France 3, un fake news sur effectivement la pancarte de Macron, la pancarte sur Macron, pardon, qui a fait évoluer. Comment on peut juger aujourd'hui la responsabilité des médias? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant qu'on parle de médias au sens large, mais là, pour le coup, si mes infos sont bonnes, c'était pas un journaliste de France 3, c'était un community manager de France 3 qui tweetait et qui, du coup, aurait photoshopé cette image. Donc, comment les médias, eux, peuvent s'adapter, j'allais dire, et essayer d'endiguer au maximum ce phénomène, sachant que, on le sait, Jean-Pierre, tu pourras peut-être compléter aussi dans ton regard de journaliste, mais on le sait, dans j'allais dire une actualité comme les Gilets jaunes, par exemple, ils sont en concurrence intégrale. Donc, j'allais dire, même la capacité à vérifier, à recouper l'information dont on sait que c'est la base du travail journalistique devient objectivement compliquée pour des gens qui sont dans une concurrence effrénée, donc une concurrence aussi sur le temps. Oui, beaucoup de choses à dire sur les médias. D'abord, cette histoire, c'est la preuve que n'importe qui peut être émetteur de fake news. Je cite dans mon bouquin, j'ai failli me faire avoir par une fake news, j'ai failli la mettre dans mon livre sur les fake news, c'est pour dire, parce que je lisais justement un sociologue spécialiste de la désinformation qui lui-même s'est fait avoir par une fake news, et donc je le croyais, il faisait autorité pour moi. Et donc me faire avoir par ce spécialiste, ça veut dire que n'importe qui vraiment peut se tromper. Et c'est vrai que la responsabilité des médias derrière, c'est ne pas opposer sur un plateau, finalement sur certains sujets, des gens qui ont des avis contraires, et uniquement parce qu'ils ont des avis contraires, comme ils mettraient PS en face de LR. Quand on est sur certains sujets scientifiques, on ne prend pas l'avis de A, de B, de C, et aux consommateurs, aux citoyens de faire la synthèse de tout ça. Donc, dans le choix des sources, il y a une déontologie journalistique à donner la parole aussi à des experts, et pas au tout venant, entre guillemets, voilà, sur certains sujets où il y a de la désinformation. Bon. Le problème des médias, aujourd'hui, c'est un peu brouillon, leur démarche. On a Le Monde qui fait le décodex. Décodex, c'est un outil qui permet de savoir justement si une source est légitime ou pas. Vous l'aurez compris, j'ai un problème avec cette démarche, de définir quelle source pourrait être de la bonne information, telle source n'en est pas. On a des initiatives de fact-checking. Tous ont aujourd'hui des organes de fact-checking. Pris isolément, ça va devenir un travail qui va être difficile à financer. Et puis, on a ce problème que tu évoques, qui est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de permanents dans les rédactions des journaux, beaucoup de pigistes, que ces pigistes, le matin, ils écrivent sur le cancer, l'après-midi sur le Tour de France, et voilà. Et donc, le travail d'investigation, aujourd'hui, il est difficile à rémunérer. Et les médias sont eux aussi pris par le phénomène du buzz. Pour exister sur Google News, pour avoir du like et du partage qui va générer du financement publicitaire dont les médias ont besoin, eh bien, il faut de l'engagement. Pour avoir l'engagement, les contenus un peu racoleurs, c'est quand même ce qui marche le mieux. Jean-Pierre, tu voulais nous dire un mot peut-être sur la question de finalement comment on fait pour organiser un débat, puisque tu l'as fait, dans cette période d'actualité sur les gilets jaunes. Alors, sur le phénomène des gilets jaunes, effectivement, c'est particulièrement compliqué parce que selon où vous allez, vous avez des gens complètement différents. Il se trouve qu'à TLM, on a eu l'occasion d'accueillir 3 gilets jaunes différents. 2 sont venus dans l'invité de la rédaction. Le 3e, c'était dans le débat qu'on a fait jeudi dernier avec des élus politiques, responsables syndicaux également. Et donc déjà, trouver des gilets jaunes qui veulent parler, c'est pas forcément simple. Donc premier point, difficulté de trouver des interlocuteurs. Et ensuite, les 3 qu'on a eu l'occasion d'avoir, je dirais à chaque fois quasiment derrière, on en a eu d'autres qui nous ont dit mais pourquoi vous avez invité lui?
il n'est pas représentatif, il parle que pour lui-même, etc. Donc c'est effectivement un phénomène extrêmement compliqué, un phénomène pas simple du tout à traiter. Alors après, complètement occulter les gilets jaunes, c'est pas possible non plus. Il y a quand même un vrai phénomène. Et donc là, je rejoins tout à fait ce qu'a pu dire Dominique Volton, donc sociologue des médias, dans une interview il n'y a pas très longtemps, hein, sur effectivement le fait que parfois, il faut savoir prendre du recul et ne pas donner la parole à n'importe qui. Et c'est vrai qu'on a eu parfois le sentiment que les médias, parce qu'ils ils cherchaient des interlocuteurs et à donner la parole et à comprendre ce qu'il y avait derrière les gilets jaunes, ont pu donner le sentiment qu'ils donnaient la parole à n'importe qui. C'est vrai que moi, à titre personnel, par moment, je trouve que samedi dernier, qu'on fasse une journée complète sur 3000 personnes, même pas, qui étaient à Paris, honnêtement, alors ça n'engage que moi, hein, mais mes rédacteurs en chef, au bout d'un moment, j'aurais dit on passe à autre chose et on s'intéresse à d'autres éléments de l'actualité. Mais le fait est aussi que comme l'ensemble des équipes étaient mobilisées sur le sujet, c'était peut-être compliqué à un moment donné de dire on rapatrie tout le monde et on part sur autre chose. Donc il y a le phénomène des chaînes d'infos en continu. Effectivement, je pense aussi que si on regarde bien, alors à part ces fameux samedis où toutes les chaînes étaient en direct sur uniquement ce sujet en permanence. Et je pense que, très honnêtement, pour moi, sur le dernier samedi, ça ne se justifiait pas qu'on soit là le matin pour dire, voilà ce qui se passe, mais quand on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il ne se passe rien, je pense qu'on peut passer à un autre sujet. Donc, oui, il y a effectivement, c'est clair, il y a une responsabilité des médias. Je crois qu'on a été confronté aussi à un phénomène qu'on n'avait jamais connu. Je pense que les médias ont quand même bien fait leur boulot sur essayer de comprendre qui sont ces gilets jaunes, qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Donc vous avez eu à la fois l'enquête de Florence Aubenas pour le Monde, qui est allée passer un certain nombre de jours avec des gilets jaunes. Et puis vous avez aussi tout le travail qui a été fait par d'autres médias pour dénoncer le fait que y a quand même beaucoup d'ultra-droite dans un certain nombre chez certains gilets jaunes, beaucoup d'ultra-gauche chez d'autres. On a vu aussi comment Laurent Wauquiez, le président LR de la région, s'est complètement pris les pieds dans le tapis à plusieurs reprises par rapport à ce phénomène. Donc oui, ça fait partie de la responsabilité des médias. Je pense que, alors on le dit peut-être pas en permanence, mais je pense que les médias s'interrogent beaucoup et on fera certainement en sorte de tirer les conclusions qui s'imposent sur l'avenir. Je pense aussi, pour aller dans le sens qu'évoquait Caroline, on a aussi le phénomène que les médias ont de moins en moins de moyens à consacrer à l'information et que tout le travail, je dirais, d'enquête, d'investigation, alors il y a eu ce qui s'est fait avec les lanceurs d'alerte, etc. Très bien. Plusieurs médias se sont groupés sur des enquêtes de fond, etc. Mais je pense que là aussi, on paye le fait que les moyens sont pas énormes sur l'information. Et donc là aussi, à réfléchir aussi sur la façon dont on finance les médias également et dont on trouve l'équilibre de ces médias. Merci. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le propos de Jean-Pierre, c'est que ça rebondit sur ce que tu évoquais sur c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'une source d'information légitime et qu'est-ce qu'une source d'information qui ne l'est pas. Et là, on voit effectivement... Sur un même sujet d'actu, à un moment donné, on se dit c'est aberrant que Libé, Le Monde, Le Point, Challenge fassent tous le même travail de fact-checking. Il est évident qu'il y a une convergence de moyens à organiser. Et s'il y a une convergence de moyens, il faut se poser la question de la convergence de revenus après, derrière. Et moi, en tant que consommatrice, je préférerais payer 30 € pour un abonnement illimité comme je l'ai sur la musique, plutôt que de me dire « Ah, je suis abonné au Monde, aux Échos, au machin, et il faut que là, j'ai un article du Point à lire, c'est ballot. » Vous voyez, c'est quand même ce qui fait... Et il faut se poser la question de l'ubérisation des médias, parce que on voit là qu'il y a beaucoup d'irritants côté consommateur, qu'il y a un vrai phénomène là d'ubérisation réelle, mais cette fois par le citoyen.
c'est lui qui est concurrent aujourd'hui en termes de contenu, et qu'en face, il y a un effondrement du modèle économique classique. Donc là, il y a tout à repenser. Maintenant, c'est pas mon intention de lancer le 10 heures de l'information. Je renvoie la balle à Laurent qui, du coup, risque d'avoir du temps dans les mois qui viennent. Pour repenser le modèle économique des médias. On a perdu Laurent. On va prendre quelques questions, parce que j'imagine que sur ces sujets très concrets, et puis vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes consommateur ou producteur de contenu sur les réseaux sociaux et sur le web. Qui a une question pour Caroline? Qui se lance? Merci. Bonjour, Agnès Chaplet, EDF. Vous m'entendez? Oui. Il y a un facteur très important dans la fake news, c'est le temps, le délai, puisque c'est aussi parce qu'on veut aller très vite que les informations sont moins contrôlées ou moins vérifiées. Et par exemple, on parlait des Gilets jaunes avec Jean-Pierre. Le fait que Macron annonce ses décisions, le président Macron annonce ses décisions début de journal et que tous les journaux après donnent tout de suite la parole aux Gilets jaunes sans qu'ils aient le temps de se concerter. C'était une responsabilité un peu dans la suite, dans la concertation. Ils n'ont pas eu le temps de se concerter et de prendre du recul par rapport à ces décisions. Donc c'est vrai que dans le Conseil, essayer de se protéger de ce temps trop... de cette pression du temps. Caroline, tu veux commenter cette question de la pression du temps, justement, sur notre capacité à décrypter les fake news? Alors, ou à ne pas les relayer? Oui, si je me place du côté de l'entreprise qui peut subir une fake news, ça veut dire que ça s'anticipe, en fait. Parce que toutes les entreprises ont des sujets sensibles qui, s'ils sortent, peuvent être compliqués à gérer. Et ça veut dire que tous vos sujets sensibles en entreprise, préparez-vous à ce que ça sorte un jour. Et pour que le jour où ça sorte, vous ne soyez pas comme effectivement ces gilets jaunes après le discours de Macron, à ne pas avoir les éléments de preuve, les éléments de langage pour répondre sur ces sujets. Donc c'est intéressant la gestion du temps parce qu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'anticipation à faire pour éviter de se faire piéger par une fake news. Et pour le coup, ça, c'est un arsenal digital qui se construit. Alors là, je vous renvoie vers l'autre bouquin, mais qui se construit pour construire les digues qui vont nous protéger pour le jour où ça arrive. Et il y a des phénomènes où ça se passe très bien. Ça s'est pas très bien passé sur les Gilets jaunes, mais quand il y a eu les attentats de 2015, très rapidement sur Twitter, les internautes ont dit que c'était le compte Twitter Place Beauvau qui était référent pour dire où étaient vraiment les attentats et où ils ne l'étaient pas. À Châtelet, notamment, c'était une fake news. Ça veut dire quoi? Que le compte Twitter Place Beauvau, il existait avant les attentats. Et il avait suffisamment de followers influents pour que, rapidement, au moment des événements, il puisse y avoir l'information qui se propage que c'était lui qui faisait le fact-checking sur le sujet. Donc, s'il avait lancé son compte Twitter le jour même des attentats, il n'aurait pas pu jouer ce rôle. Donc on voit qu'il y a cet arsenal à construire en amont pour pouvoir être influent quand vous subissez une fake news. Et évidemment, non seulement l'outil, mais également le contenu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Bonjour. Et en termes de réglementation, de préjudice, qu'est-ce qu'on encourt? Qu'est-ce que la loi prévoit en termes de sanctions pour des personnes si on les retrouve? Parce qu'il y a un anonymat sur le web. Est-ce qu'il y a une brigade déjà prévue? Alors, il y a interdiction de la fake news. Donc, le vœu est assez pieux parce qu'effectivement, elle va être supprimée d'un blog de Facebook, mais elle peut ressortir sur un autre blog, sur Twitter, etc. Donc, bon, elle est interdite, mais c'est un contenu sur une source donnée. Et par contre, au niveau de l'amende, je ne saurais plus vous dire quelle est l'amende qu'on... C'est la diffamation ou qu'est-ce qu'il y a par exemple dans la loi? C'est saisir le juge des référés pour interdire un contenu qui serait faux sur Internet.
Et après, non, c'est l'interdiction de ce contenu-là. Donc c'est pour ça que la loi a été accusée finalement de développer un risque de censure. Parce que ça veut dire qu'une loi, un contenu, effectivement, est-ce que l'affaire Fillon aurait pu sortir avec ce type de loi ? Parce que le temps de vérifier une information, on n'a pas tous les moyens de savoir qu'une information est vraie et fausse à un instant T. C'est toute la complexité de cette loi, c'est pour ça qu'elle a assez fait l'unanimité contre elle, et que je pense que c'est finalement, il y a déjà énormément de lois qui existent pour lutter contre la diffamation, la loi sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Il y avait surtout un arsenal juridique à renforcer avec le matériau existant, plutôt que créer une nouvelle loi qui repose sur une définition de la fake news sur laquelle les politiques, les députés n'ont pas réussi même à se mettre d'accord. Et on voit la difficulté de définir la fake news. Est-ce qu'on parle de la source, de l'émetteur, du contenu ? Bonjour, Carole Barbier. Oui, Caroline, donc vous parlez d'une plateforme donc de fact-checking pour les médias. Donc moi, je trouve l'idée vraiment intéressante. C'est un petit peu audacieux parce que quand on parle d'ubérisation des médias, je pense que ça doit faire peur. En revanche, je trouve que l'idée serait intéressante pour les entreprises aussi. Peut-être par domaine d'activité, je ne sais pas, peut-être des collectifs dans certains domaines, la santé, l'agroalimentaire, etc. Enfin, les domaines sont nombreux parce que ça coûte cher aux médias, mais ça va aussi coûter très cher aux entreprises. Et il y a également un problème de compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du temps, c'est du budget, mais c'est aussi des compétences qui probablement peuvent être regroupées. Donc ma question, c'est Caroline, c'est quid de ce type de plateforme à l'échelle de l'entreprise ? Vous prêchez une convaincue parce que ça fait 15 ans qu'on essaie sur les entreprises pour lesquelles on travaille chez Bolero de mutualiser les forces. On croit beaucoup aux stratégies d'alliance. Voilà, en étant fan de Sun Tzu, je ne pouvais pas vous dire le contraire. Les alliances, c'est vraiment ce qui va permettre de défendre les entreprises dans leur légitimité, sur l'acceptabilité sociale de leur activité, mais également pour lutter contre l'ubérisation. Donc c'est vraiment ce qui va générer des digues pour assurer la souveraineté finalement industrielle de la France et assurer qu'il n'y ait pas de manipulation sur des sujets d'intérêt général en France. Maintenant, c'est très compliqué à monter. Par expérience, quand on va voir les fédérations professionnelles, quand on va voir les collectifs, des collectifs d'entreprises, ben voilà, il faut l'unanimité, il faut dégager des moyens. Et on a fait beaucoup de plateformes référente sur un secteur donné, mais en général, c'est une entreprise un peu leader dans nos clients qui a porté le sujet et qui l'a financé. Voilà, toutes les interprofessions, je peux vous dire que c'est un échec et c'est pas faute d'avoir essayé de les convaincre. Merci. Bonjour Richard Plotier. J'ai une petite question à vous poser. Je voulais savoir s'il y a autant de fake news dans les pays où la transparence prédomine, donc par exemple les pays nordiques, ça peut être vrai pour les entreprises. Je voulais savoir s'il y a autant de fake news dans ces pays-là ou non. Alors, je n'ai pas de stats générales d'Internet, mais j'ai pu partager des stats sur Wikipédia, qui est le site le plus influent du monde quand même, et donc qui est aussi une source potentiellement de désinformation. Les fameux croyants dont on parlait tout à l'heure, leur premier réflexe, c'est d'aller évidemment modifier la page Wikipédia sur le sujet. Eh bien, il y a eu des stats sur les sujets où il y a le plus de polémiques, de désaccords dans le monde. Et c'est intéressant de voir que dans certains pays du Moyen-Orient, ça va plutôt être sur l'histoire ou la religion, des pays de l'Est sur la géographie. Et la France, on a le palmarès des polémiques sur les sujets scientifiques. Qu'on est particulièrement vulnérable en France là-dessus. Et alors, les pays nordiques, je n'ai pas la réponse, mais je vous enverrai la stat, du coup, vous pourrez...
Sans doute, c'est complètement lié, c'est clair. C'est un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise par rapport à notre métier chez Boléro, c'est d'écouter vraiment ce qui se dit, ce que disent les internautes et de pousser l'entreprise à y répondre de manière authentique. C'est-à-dire pas cacher, pas faire une campagne de greenwashing, mais vraiment répondre. Et ça demande justement une volonté de transparence. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, ça veut dire qu'il faut accepter de parler de tout. C'est ça la transparence aujourd'hui qui est attendue par le consommateur. Et je suis d'accord avec vous, on a beaucoup de mal avec ça en France. Voilà, on va s'arrêter là juste pour finir, parce que j'entendais sur France Inter Claude Askolovitch, qui est un journaliste que j'aime beaucoup, qui avait une citation sur le sujet, qui était l'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Et en fait, c'est une citation de La Fontaine. Donc, ça fait réfléchir en se disant finalement, bon, même si les moyens sont différents, le problème reste le même. Voilà. Un grand merci, Caroline, pour ton intervention.